On va étudier la conductance et la conductivité des solutions. Pour cela, il est d'abord nécessaire de définir ce qu'est un courant électrique lorsqu'on parle d'un milieu, d'une solution, parce qu'en effet, à la différence des conducteurs classiques, ce que l'on appelle généralement les métaux, dans lesquels le courant électrique est dû à un déplacement d'électrons, dans le cas d'une solution, il est dû à un déplacement d'ions, ce qui revient à dire que seules les solutions qui contiennent des ions pourront conduire le courant électrique. On va maintenant voir quelques définitions utiles dans ce milieu. Avant, on va rappeler des petites choses que vous connaissez bien. En particulier, je vous dis que ce sont des mouvements d'électrons qui expliquent l'existence d'un courant électrique dans un circuit métallique, alors que pour avoir un courant électrique dans une solution, il faut observer un déplacement d'ions. Et donc, on devra introduire des données qui soient plus adaptées à cette étude de mouvement d'ions en relation avec la circulation d'un courant électrique. On va faire un paragraphe résistance et conductance. Donc, ce que je vous dis, c'est que pour avoir un courant dans un circuit électrique, eh bien, il faut appliquer une différence de potentiel que je vous ai noté dDP, et cette différence de potentiel sera directement reliée à l'intensité du courant électrique qui circule par la relation U égale RI, dans laquelle I, c'est l'intensité du courant, l'unité de l'intensité, c'est les ampères, U, c'est la différence de potentiel, elle est en volts, et R, donc, c'est ce qu'on appelle la résistance. L'unité de la résistance, c'est l'ohm, OHM, ou la lettre oméga majuscule. Mais vous voyez bien que si vous prenez R égale U sur I, vous voyez que l'unité ohm correspond en fait à volts par ampère. On peut aussi écrire la relation I égale U sur R, ou encore I égale GU. Pour cela, il faut poser que G égale 1 sur R. Alors, G est la conductance en Siemens, et vous voyez que puisque G égale 1 sur R, son unité, le Siemens, sera l'inverse de l'unité de la résistance, c'est-à-dire que ça va être des ampères par volt pour le Siemens, ou pour l'expression de G. Lors de l'étude des courants électriques en solution, on va utiliser la conductance plutôt que la résistance, parce qu'en fait, si on regarde la relation, G égale 1 sur R et I égale GU, cela revient à dire que on voit à partir de, en particulier la deuxième relation, que dans une solution, on a G et U qui vont varier en sens inverse. C'est-à-dire que pour une différence de potentiel donnée, la valeur de G, plus la valeur de G sera importante et plus l'intensité du courant qui circule sera importante. Donc on peut dire en quelque sorte que la conductance, c'est la capacité, ou si vous préférez l'aptitude d'une solution à conduire des courants de forte intensité, c'est-à-dire que l'intensité du courant qui va circuler augmentera quand G augmentera pour une différence potentielle donnée. On va maintenant passer à l'expression et également, parce que c'est important, aux méthodes de mesure de la conductance. En fait, pour établir ces expressions-là, on doit établir un protocole et le respecter, un protocole de mesure lors de l'étude à la circulation de courant dans une solution. Pour cela, on va utiliser une cellule conductimétrique. Alors une cellule conductimétrique, ça mérite d'être un petit peu détaillé. Voilà la solution à étudier. Vous avez la cuve qui est en bleu foncé. À l'intérieur de cette cuve, nous avons une solution qui contient des ions, donc une solution
ionique, et cette solution, donc, dans cette solution, on va plonger 2 plaques métalliques qui ont une surface de S, qui seront reliées par un circuit électrique et sur ces 2 plaques, on pourra appliquer une différence de potentiel. On retient également que les 2 plaques sont parallèles et que donc la distance entre les 2 plaques sera notée L. Ce qui nous permet de définir pour une cellule photoélectrique donnée, une cellule conductimétrique donnée, pas photoélectrique, donc pour une cellule conductimétrique donnée, la constante de cellule sera égale à S sur L. S c'est en mètres carrés, L c'est en mètres, donc l'unité de la constante de cellule sera le mètre. Et lorsqu'on fait des études, on observe expérimentalement que G est proportionnel à S sur L et on appelle sigma le coefficient de proportionnalité. Cette valeur de sigma est donc notée conductivité de la solution. L'unité de la conductivité de la solution, ce sera le Siemens par mètre, puisque G est en Siemens, S sur L est en mètre, il est donc nécessaire que sigma soit en Siemens par mètre. Pour réaliser des mesures de conductimétrie, il faut prendre un certain nombre de précautions. Je vais vous les évoquer maintenant. Donc ce que je vous dis, c'est qu'on place une différence potentielle entre les 2 plaques de la cellule conductimétrique. On a donc une cellule qui va attirer les anions, c'est celle qui est chargée plus, et une cellule qui va attirer les cations, c'est celle qui est chargée moins. Si on imagine ici, donc, que l'on a des ions, j'ai mis 2 types d'ions, des anions et des cations, j'ai mis une plaque qui est à un pôle positif, l'autre plaque à un pôle négatif, je vous ai mis que les ions bleus étaient attirés par la plaque moins, ce qui revient à dire que les ions bleus seront les cations, et bien entendu, les ions rouges qui sont attirés par la plaque au potentiel positif seront les anions. Et que va-t-il se passer donc si on laisse ce système évoluer? Eh bien, il va tout simplement se produire, il se produirait plutôt, je vais employer le conditionnel, on obtiendrait le résultat suivant. À la fin, tous les anions seraient plaqués à la plaque rouge, à la plaque plus, et tous les cations seraient plaqués sur la plaque moins. On voit bien que ceci conduirait à un blocage du système. Très vite, la solution ne pourrait plus conduire le courant. Donc avec ce système-là, on aurait un blocage et donc plus de courant très rapidement. C'est donc la raison pour laquelle il va être nécessaire de mettre en œuvre un courant alternatif. C'est quoi un courant alternatif? C'est en fait une inversion de la polarité des 2 bornes qui font que, bien entendu, les cations sont toujours attirés vers la plaque chargée négativement et les anions sont toujours attirés vers la plaque chargée positivement, mais en permanence, la polarité de ces plaques change et donc en permanence, le mouvement des anions et des cations, qui est toujours en sens inverse l'un de l'autre, mais vont donc s'inverser très régulièrement. Autre petite remarque, les ions ont un certain volume, ce qui revient à dire qu'ils donnent lieu à un encombrement stérique, et donc cela revient à dire que quand on est dans un milieu visqueux, on n'est pas dans le vide, mais on est dans un solvant, eh bien le déplacement de ces ions sera gêné. Et donc si on veut éviter que les ions acquièrent une vitesse trop importante et donc une vitesse limite qui perturberait les mesures que l'on veut faire, il faudra utiliser une faible différence de potentiel de manière à observer que les ions se déplacent à une vitesse suffisamment faible pour que la gêne stérique due au volume et à la viscosité
ne perturbe pas les mesures que l'on fait. On va maintenant passer à l'expression de la conductivité. Ce que je vous dis, c'est que sigma va dépendre de la nature des ions et de leur abondance, ou si vous préférez, de leur concentration. Eh bien, on a présupposé, on a vérifié expérimentalement, que si on prend une solution qui est constituée de n ions, que de façon très originale, j'ai appelé 1, 2, ainsi de suite jusqu'à n, eh bien, la conductivité, sigma, va pouvoir s'écrire sous la forme sigma égale lambda 1 C1 Z1 plus lambda 2 C2 Z2 plus ainsi de suite plus lambda n Cn Zn. Bien entendu, là-dedans, il y a deux choses que vous ne connaissez pas. La première, c'est lambda, qui est donc la conductivité molaire. Elle est en Siemens mètre carré mol moins 1. C, bien entendu, c'est la concentration. On l'exprimera en mol par mètre cube. Et comme vous le savez, sigma sera en Siemens mètre moins 1. ZI, ZI donc entre barres comme ceci, est une valeur absolue de la charge de l'ion. À titre d'exemple, si on a Na+, eh bien on a une charge plus 1 sur l'ion, ce qui revient à dire que le Z de Na+ sera 1. Si on a Cl le moins, la charge de l'ion c'est moins 1, la valeur absolue donc c'est 1, et le ZI pour Cl le moins sera aussi égal à 1. Si on a Ca2+, par exemple, la charge de l'ion est plus 2, et donc le ZI sera égal à 2. Et bien entendu, vous pouvez imaginer tous les ions qui existent et vous trouverez la valeur de Z correspondante sans grande difficulté. On va faire une petite remarque sur la dissolution des ions. En effet, lorsqu'on dissout un sel dans un solvant adapté, très souvent on utilise l'eau pour dissoudre des sels, et bien ce sel va donner des ions. Je vous ai pris deux exemples. NaCl va nous donner Na+, et Cl-. De la même manière, Na2SO4 va nous donner 2Na+, plus SO4 De ces deux exemples de dissolution, je peux tirer la conclusion que quand je dissous du NaCl, chaque fois que j'ai introduit une unité de NaCl, je fabrique une unité de Na+, et une unité de Cl-, ce qui revient à dire que la concentration en Na+, est égale à la concentration en Cl-. En revanche, vous voyez bien que quand j'introduis du Na2SO4, je vais obtenir deux ions Na+, pour un ion SO4 ce qui revient à dire que dans la solution dans laquelle je dissous du Na2SO4, j'aurai deux fois plus d'ions Na+, que d'ions SO4 ou ce qui revient au même, la concentration en Na+, sera le double de la concentration en SO4 Bien entendu, cela revient à dire que lorsque je vais faire des études conductimétriques, je devrais prendre en compte la concentration de chacun des ions en considérant la stoichiométrie du sel. L'expression que l'on a vue précédemment, je vous la rappelle ici, eh bien on va pouvoir l'appliquer par exemple à des solutions de KCl. KCl, c'est K+, et Cl-. Vous voyez bien que vous allez avoir sigma égale 1, le ZI, c'est le Z pour K+, c'est 1, lambda K+, que multiplie concentration en K+, plus, eh bien puisque j'ai des Cl-, Cl-, le ZI, c'est également 1, le lambda de Cl-, donc le voilà, et le C de Cl-, qui est, comme on le sait, égal à la concentration en K+, puisque quand j'ai dissous du KCl, j'ai fabriqué autant de K+, que de Cl-, exactement les mêmes quantités, donc CK+ égale CCl-. Je vous propose de remplacer ces deux valeurs par C, une valeur unique. Et bien entendu,
dans la fin du développement, j'ai supprimé le paramètre 1 qui, dans un produit, ne change strictement rien. Eh bien, on a pu étudier plusieurs solutions de KCl. Vous voyez que j'ai pris un ensemble de solutions, j'ai mis une solution dans laquelle j'ai dissous 1 mol de KCl par litre, puis 0,1 mol, puis 0,01, et puis 10-3, puisque 0,001, ça fait 10-3. J'ai converti ces concentrations en mol par mètre cube, parce que dans les expressions de la conductivité, je vais utiliser des mols par mètre cube. Donc 1, bien sûr, 1 mol par litre, ça fait 1000 mols par mètre cube, et 10-3 mols par litre, ça fait 1 mol par mètre cube. Je mesure les sigma, qui sans surprise diminuent quand la concentration diminue, ce qui est assez logique puisque le sigma est directement relié à la concentration en ion. En revanche, ces valeurs-là ne présentent qu'un intérêt très modéré. Ce qui est le plus intéressant, c'est la dernière ligne du tableau dans laquelle j'ai calculé sigma sur C. Vous voyez que sigma sur C augmente quand on passe de 1 à 0,1 mol par litre, et puis qu'ensuite, à partir de 10-2 ou 0,01 mol par litre, eh bien, on a une valeur constante. On peut faire la remarque que sigma sur C, si on regarde la formule qui est au-dessus, sigma sur C, c'est lambda K+, plus lambda Cl-. Ce qui revient à dire que, en fait, on va avoir lambda K+, plus lambda Cl-, qui n'aura pas une valeur constante si on se situe à une concentration supérieure à 0,01 mol par litre. En revanche, si on est à 0,01 mol par litre ou en dessous, alors lambda K+, plus lambda Cl-, aura une valeur unique. Eh bien, cette remarque vaudra pour établir non pas des lambda déterminés à n'importe quelle concentration, mais on va utiliser des solutions diluées sur lesquelles on pourra déterminer des lambda qui à ce moment-là seront dans la zone constante et que donc on appellera lambda 0 et que à laquelle on donnera le nom de conductivité limite molaire de l'ion. Donc pour un ion donné, lambda 0, ça veut dire qu'il a été déterminé à une concentration au maximum égale à 10-2 mol par litre. Alors à partir de là, on obtient un certain nombre de résultats. Je vous ai mis 2 tableaux. Un tableau avec des cations. Vous voyez, je vous les laisse noter. Vous voyez que j'ai mis dans le tableau, dans l'unité de lambda 0, j'ai mis le M en rouge parce que en fait les valeurs qui apparaissent sont des valeurs en millisiemens. Donc bien entendu, quand on voudra mettre Siemens, il faudra introduire le coefficient 10 puissance moins 3. J'ai de la même manière des anions qui sont aussi en millisiemens. Alors bien entendu, ces valeurs sont des valeurs qu'on trouve à peu près n'importe où dans la littérature. Ce que je vous propose de retenir, c'est donc la valeur pour H+, qui est de 35,0, et la valeur pour OH-, qui est de 19,9. Et donc ces deux valeurs, je vous propose de les retenir jusqu'à la diapo suivante, que vous compreniez que les deux valeurs que je vais introduire, je les ai tirées de quelque part. Et donc maintenant, je vous propose de terminer ce chapitre en faisant une remarque sur la conductivité de l'eau pure. On sait que l'eau donne lieu au phénomène d'autodissociation. On l'écrit H2O en équilibre avec H+, plus OH-. Ça, c'est l'autodissociation de l'eau. Mais on écrit aussi la réaction d'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau, c'est donc 2H2O donne H3O+, plus HO-. En fait, ici, on dit qu'une molécule d'eau a donné un proton à une autre molécule d'eau, d'où autoprotolyse. Ce sont deux molécules d'eau qui font
une d'entre elles est chargée et sous la forme H3O+, parce qu'elle a absorbé un proton de sa voisine. Et donc, en réalité, ces deux réactions sont équilibrées, mais en fait, on a une constante d'équilibre que l'on note Ke et qui est égale à 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Eh bien, cette valeur de Ke permet de conclure que si on est dans l'eau pure à 25 degrés Celsius, on va avoir H3O+, ou H+, comme vous voulez, égale HO- égale 10-7 mol par litre. Vous voyez bien que H+ que multiplie HO-, ça nous fait 10-7 que multiplie 10-7, ça nous fait donc 10-14. On retrouve bien la constante de l'équilibre, la constante Ke. Vous voyez que j'ai mis 10-7 mol par litre, ça c'est la valeur de la constante qui nous permet de le déterminer, mais pour l'utiliser en conductimétrie, il va falloir passer à des moles par mètre cube, donc je vais multiplier par 1000 et le 10-7 mol par litre devient 10-4 mol par mètre cube. Et donc je vais appliquer la formule qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. À 25 degrés, l'eau pure aura donc une conductivité de, alors 1 pour H+ ou H3O+, et pour HO-, 10-4 c'est la concentration en mol par mètre cube, et puis le lambda 0 de H+, plus le lambda 0 de HO-. Et donc ceci nous fait 10-4 que je retrouve dans l'expression, 35 plus 19,9, j'espère que vous n'aviez pas oublié les deux valeurs que je vous ai demandé de retenir, et 10-3 parce que les valeurs étaient en millisiemens. Si je veux avoir un résultat en Siemens, je devrais donc mettre le coefficient 10-3 pour avoir ceci. Et donc, cela revient à dire que sigma va être égal à 5,49 10-6 Siemens par mètre pour de l'eau pure. Eh bien, cette valeur peut être vérifiée et elle nous servira de référence pour s'assurer qu'une eau que l'on est en train d'étudier ne contient aucune espèce ionique. Elle peut contenir des impuretés, cette valeur-là ne nous dit pas qu'elle ne contient pas d'impuretés, mais une chose est certaine, c'est qu'elle ne contient pas d'impuretés ioniques.